Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de Lisp, ce qui est plutôt rigolo dans une conférence sur Python. Je vais vous présenter Ai, qui est un projet de Lisp basé sur Python et sur sa VM. Je me présente rapidement, je m'appelle Julien Danjou. Je fais du Python de manière assez intensive depuis 2 ans maintenant, puisque je contribue beaucoup à OpenStack. Et j'ai rejoint l'équipe de Ai il y a quelques mois en fait. Le projet n'est pas très vieux, comme je vais vous le présenter juste après. Alors la première chose pour parler de Ai, ça va être de présenter un petit peu Lisp. Je ne sais pas si des gens ont déjà fait du Lisp dans la salle. Petit sondage rapide, si vous avez fait du Lisp, allez lever la main, n'ayez pas peur. Ça va, il y en a pas mal quand même, je suis presque surpris. Alors, qu'est-ce que Lisp pour ceux qui ne connaissent pas? Rapidement, c'est un vieux langage de programmation, mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas, qui a été inventé par McCarthy en 58, donc c'est vraiment vieux. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'ici qui étaient nés en 58 et qui auraient pu faire le boulot de McCarthy. Au MIT, McCarthy nous a quittés il y a 2 ans, malheureusement. Il a créé le premier langage Lisp. Alors c'est un des tout premiers langages d'ailleurs de programmation dans l'absolu. Ce qu'il faut voir, c'est que Lisp est un langage, mais qu'il y a plusieurs dialectes, ce qu'on appelle les dialectes de Lisp, c'est-à-dire que du langage originel, plusieurs autres langages ont découlé. Le plus connu et le standard maintenant, c'est Common Lisp. Alors je dis standard parce qu'il a toujours Lisp dans le nom, mais c'est pas forcément plus standard que les autres non plus. C'est un des plus utilisés, il a une 30aine d'années maintenant. Une des grosses différences en Lisp par rapport à Python, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation de référence. En Python, vous connaissez tous ces Python, qui est le Python que tout le monde utilise. En Common Lisp, il n'y en a pas, il y en a plein. Il y a CCL, SBCL, tout est portable. En théorie, si vous écrivez un langage en Common Lisp, ça marche sur toutes les implémentations de Common Lisp. Mais il y en a plein. Vous avez un autre Lisp qui s'appelle Scheme, que vous avez peut-être fait aussi, souvent on en fait à l'école, à l'université ou autre. Clojure, qui est très très utilisé depuis maintenant près de 5 ans, qui lui est basé en fait sur la JVM et qui est une source d'inspiration pour Ai. Et puis si vous utilisez Emacs, vous avez peut-être fait, même par inadvertance, de l'Emacs Lisp, qui est un Lisp assez pratique à utiliser puisqu'on peut l'en faire directement dans Emacs. Donc c'est un des premiers que moi j'ai appris. Et pour le coup, c'est vraiment un des meilleurs à apprendre puisque l'IDE c'est Emacs et c'est vraiment très facile à apprendre. Donc si vous voulez commencer par un Lisp et que vous faites de l'Emacs, prenez celui-là, c'est un bon choix. Quand on regarde le langage Lisp, quelles sont ses propriétés? On se rend compte qu'il y en a plein au niveau des paradigmes par exemple et que beaucoup en fait recoupent Python. Ce qui fait que si on regarde ce que c'est Python pour un Lisper, c'est ça. C'est-à-dire que Python, c'est juste un subset de Lisp. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris Lisp pour enlever toutes les fonctionnalités qui étaient un peu trop compliquées ou un peu trop puissantes, comme les macros, ce genre de choses, et on a simplifié, et on a fait Python. Il y a beaucoup de choses, par exemple, pour l'anecdote, qui arrivent maintenant dans Python, entre autres dans Python 3, comme je pensais au single dispatch, qui sont en fait des portages simplifiés de ce que fournit le système de dispatch de Common Lisp, qui est bien plus puissant et bien plus utile. Et Python rajoute petit à petit, donc le cercle vert grossit pour devenir de plus en plus complet, se rapprocher un petit peu de Lisp. De ce constat-là, en fait, et des gens qui aiment bien Lisp, on s'est dit que ce serait bien d'avoir quelque chose qui, finalement, recouvre un peu ce rond bleu et fasse de Python, quelque part, un vrai Lisp, parce qu'on a envie de garder Python, mais aussi avoir la puissance de Lisp à notre disposition. L'idée, elle vient de Paul, c'est lui Paul. C'est un développeur Ubuntu et Debian aussi, avec qui j'ai pu travailler ces dernières années justement sur Debian, et qui a eu cette idée il y a à peu près 1 an, de se dire, moi j'aime bien Lisp, mais j'aime bien Python aussi. Et il y a des gens qui font ça en Java, ça s'appelle Clojure, c'est génial, on peut faire du Lisp et en même temps on peut faire du Java, c'est-à-dire que j'écris du Lisp, mais si j'ai besoin de ma librairie Java qui est déjà écrite, qui fonctionne, que j'ai testé et qui est reconnue de manière industrielle, j'ai envie d'utiliser en Lisp, je vais pouvoir le faire grâce à Clojure parce qu'ils font ça. Et moi je veux faire pareil en Python. Et donc il s'est dit, c'est formidable, on va faire ça, on va lancer ce projet. Et c'est de là qu'a commencé Ai. Il a commencé à faire un petit hack dans son coin pendant ses vacances d'hiver il y a à peu près 1 an. Et content de ce premier succès, il a continué et le projet est né de ce constat-là et de cette envie-là. Alors pour voir comment marche Ai,
il faut voir un petit peu comment marche Python. Alors j'imagine que beaucoup le savent déjà. Python, comment ça fonctionne? Alors, c'est complexe, mais pour simplifier, vous avez du code Python que vous allez parser. Alors en fait, ça signifie quoi? Vous allez prendre le fichier, l'ouvrir et le découper en petits bouts, voir qu'il y a des mots-clés, il y a def, il y a class, il y a des statements, il y a des expressions. Et vous allez parser tout ça et vous allez en construire ce qu'on appelle un AST, c'est-à-dire un Abstract Syntax Tree, donc un arbre de syntaxe abstraite, c'est-à-dire ce qui représente vraiment le langage sous forme d'objet. Dans Python, c'est représenté sous forme d'un arbre d'objets Python, dans un module qui s'appelle le module AST. Et cet AST, vous allez le compiler en bytecode. Donc le bytecode, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est ce que vous avez dans vos fichiers PYC, le truc illisible là. Et ce bytecode, vous allez l'exécuter sur l'AVM, et là, pouf, ça fait des chocs. Non, ça exécute votre code, et ça a fait ce que vous avez fait dans votre programme. Donc ça, tout le monde sait comment ça fonctionne. On l'utilise sans le voir et sans le savoir. C'est pas tous les jours qu'on met la main dans le cambouis et dans le code de Python directement. Mais voilà comment ça fonctionne. À partir de ça, où est-ce qu'on met i pour que ça fonctionne pareil? On le met ici. En fait, ce en quoi consiste i, c'est un autre parseur qui parse un langage différent, un langage de S-expression. C'est comme ça que Lisp est construit. Donc on parse du Lisp, donc avec plein de parenthèses, tout ça, et on le compile. Alors c'est pas la même compilation quand on compile en Python, on fait une phase de compilation intermédiaire vers l'AST de Python. Et c'est là qu'on voit qu'en fait les deux se rejoignent à ce niveau-là, au niveau de l'AST. C'est que quand on compile du Python, on a de l'AST qui est après exécuté sur la VM, et c'est pareil en i. En fait, i lit un fichier, lit du code i et transforme en AST. C'est juste qu'on a réécrit un parseur qui est différent, qui a plus de fonctionnalités aussi, puisqu'on a par exemple des macros et ce genre de choses qu'on a en Lisp. Et on va pouvoir directement compiler ça vers de l'AST et l'exécuter. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble de l'AST, parce que ce n'est pas forcément un sujet qu'on aborde quand on fait du Python de manière industrielle, c'est plutôt quelque chose sur lequel on s'attarde quand on travaille sur les compilos, ce genre de choses. Ça ressemble un peu à ça. Donc c'est une illustration que j'ai piquée de Wikipédia, qui simplement représente, voilà, vous avez une fonction qui est add5, donc super simple. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de Python, si vous regardez un petit peu. On va prendre les différentes composants de ces quelques lignes, et on va les découper en disant, voilà, ici j'ai def, donc def c'est un statement, ça veut dire que je déclare une fonction. Donc je déclare une nouvelle fonction, quel est son nom, quelle est sa liste des arguments, il y a un argument, c'est x, très bien, quel est son body, donc son body ça va être une liste d'instructions à exécuter. Là il n'y en a qu'une, la première c'est return, x plus 5 plus est un opérateur, donc j'ai un binop en bas qui est instancié, etc. Donc on va construire tout un arbre comme ça, de tout le code que vous allez exécuter. Et ce qu'on fait ici, ce que fait le parseur de Python pour vous ici, nous, on va faire la même chose, mais on va lire du Lisp à la place. Et on ne va pas lire des def add5, mais du defn, et avec des parenthèses partout. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, la même fonction écrite en i, ça donne ça. Donc defn, c'est pour définir une fonction. Add5 étant le nom, x est l'argument, et puis on retourne x plus 5, tout simplement. Et donc quand on parse ça, on a un outil qui s'appelle i2py, qui justement parse du i, vous donne l'AST, tel que vu par Python, et vous donne l'équivalent du code Python. Il y a un module Python, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Astor, qui permet justement de faire ça, qui n'est pas lié à i, mais qui permet à partir d'un AST de rafficher en fait du code Python. C'est une sorte de reverse engineering de l'AST de Python. Et donc là, on voit bien que dans l'AST, effectivement, j'ai bien un module, puisque c'est le corps du fichier, avec une fonction qui a un nom, une liste d'arguments, etc. Ce que je vous présente tout à l'heure sous forme d'arbre. On le voit ici, donc l'arbre est moins clair, c'est pour ça que j'ai mis un schéma avant. Mais vous avez exactement la même chose avec voilà, le body, c'est un return, un binop qui est l'addition, etc. Et donc on construit tout ça, cet AST ici qui est relativement simple, sur tout le code i qui est écrit au moment du parsing. Je vais vous présenter quelques exemples de code i pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même le plus intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Lisp, petit récapitulatif de comment lire du Lisp au moins. Lisp, c'est construit avec des S-expressions. Donc des S-expressions, c'est des listes en fait, d'où les parenthèses que vous voyez partout en Lisp, qui fait souvent peur aux débutants, mais ne vous arrêtez pas aux parenthèses. C'est simplement, voilà, base foo, ici c'est une liste, celle qui est la plus inner à l'intérieur de
de la seconde qui est composée de 3 éléments, foo, bar et la liste la première. Donc c'est noté comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est la notation polonaise, c'est-à-dire que l'opérateur est en premier. Là où vous écrirez 2 plus 2 en Python, l'opérateur et la fonction est toujours en premier dans les listes en Lisp. Ce qui dénote un petit peu par rapport à Python. Et tout dans Lisp est basé sur des listes. Bon, Lisp, ça veut dire Lisp Processing. Donc effectivement, la seule structure de données de base que vous ayez en Lisp, ce sont des listes exactement les mêmes qu'en Python d'ailleurs. Il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est leur construction en interne, mais la base reste la même. Et ces listes-là sont la base même du langage. Toutes les data structures autour que vous pouvez trouver de plus avancées dans les différents Lisp qui existent sont basées en fait sur des listes en général. Dans certains dialectes comme Clojure et comme I, évidemment on récupère les structures de base qu'il y a dans le langage. Vous avez en Java comme en Python des dictionnaires ou des maps qui sont la même chose mais avec des noms différents. Et évidemment ça c'est des choses on va récupérer nativement. Dans I on ne va pas s'en priver puisque le langage les supporte de manière native. Mais dans Common Lisp par exemple vous n'avez pas forcément ce genre de choses, ou dans Emacs Lisp. Et donc c'est construit par-dessus, voilà, tout ce qui est table d'association ou ce genre de data structure. Une des notions assez particulières de Lisp aussi, c'est que le code et la donnée sont mélangés, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous construisez une liste, il est très normal en Lisp de l'évaluer. C'est-à-dire que là, on construit une liste, par exemple dans cet exemple-là, 1, 2, 3, 4, mais si à la base du 1, on avait un nom de fonction, on récupérerait une liste qu'on pourra à son tour évaluer, et puis le premier élément de la liste serait le nom de la fonction, et on pourrait évaluer ce code directement. Il n'y a pas vraiment de séparation, comme c'est le cas dans beaucoup de langages, entre le code d'un côté et la donnée de l'autre. Les deux sont mélangés, et les deux sont interopèrent de manière assez facile et de manière assez naturelle en Lisp. C'est un langage qui est assez élégant par rapport à ça. On ne verra pas vraiment dans les exemples ici, mais tout ce qui, si vous vous intéressez à Lisp, vous verrez qu'on ne parle pas jamais de variables, on parle d'atomes. C'est à peu près la même chose en fait. Et dans I, on mappe les atomes sur les variables de Python, ce qui permet justement d'avoir une bonne interopérabilité entre les deux. Donc voilà, simplement les codes de base que vous pourriez avoir en Python, on commence avec une boucle. Ça ressemble beaucoup à du Python, c'est un peu voulu, parce qu'on n'a pas voulu s'éloigner forcément de Python. Let, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la construction qui permet d'avoir une variable temporaire qui ne fonctionne que dans le scope du let. Donc ici, on a une variable friends dans laquelle on met un tableau. La coloration syntaxique n'est pas terrible, mais c'est pas vraiment reconnu encore, donc vous m'excuserez. Voilà, donc on utilise enumerate par exemple ici. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas un enumerate qu'on a réinventé, c'est-à-dire qu'on compile ça vers de l'AST Python, et la fonction enumerate qui est utilisée, c'est la même que vous utilisez en Python. On n'a pas réinventé quelque chose, on fait simplement que de transformer ça en AST et puis derrière en Python. Donc c'est vraiment la fonction enumerate de base qui est utilisée. La fonction print, print est un statement dans Python 2 par exemple, donc on triche un petit peu. C'est un avantage de I, c'est qu'en fait on cache beaucoup de disparités entre les différents Pythons pour que le langage marche sur tous les Pythons, puisqu'on supporte toutes les versions de Python ou presque, même PyPy. Donc on essaye justement d'avoir quelque chose d'assez unifié autour de toutes les versions de Python possibles. Donc on cache un petit peu des choses, donc print est un peu un cas spécial, mais pour enumerate, c'est vraiment la fonction standard qui est ici. Une des grosses différences, un truc qui est assez rigolo en Lisp, enfin moi j'aime bien, mais c'est qu'il n'y a pas de statement. Donc en fait, if est une expression aussi, et if retourne quelque chose, ce qui n'est pas le cas en Python. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pratique en Lisp, c'est que si j'écris ce code-là, if renverra forcément quelque chose. Ici, on renvoie 42 puisque true est vrai. Et on a toujours cette possibilité en fait de renvoyer quelque chose dans un if, ce qui n'est pas le cas en Python, ce qui fait qu'on doit transformer les statements au niveau de I en expression. Alors c'est un petit peu magique et du coup ça a un petit coût supplémentaire, mais ça marche. Ça marche. On peut avoir des if qui retournent quelque chose, on se débrouille dans la ST de I pour faire que ça fonctionne, et on peut avoir toutes ces fonctions-là en Lisp qui fonctionnent. On peut mélanger des if, des let et des for, et ça fonctionne aussi. Ce qui est plutôt récent. Les imports fonctionnent, donc ça c'est assez magique, mais vous pouvez importer n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, tout ce qui marche en Python, que ce soit des modules Python, des modules C, ça fonctionne puisque c'est traduit directement vers l'AST et c'est compilé comme du Python normal. Donc voilà, j'ai un exemple simple avec le module math, ça marche et c'est le même module math que vous importez quand vous faites du Python. Les classes ont été portées il y a quelques mois maintenant sur I. Donc la syntaxe qui a été reprise est celle qui ressemble à Common Lisp, plus qu'à d'autres langages, parce que c'est moi qui l'ai fait et moi j'aime bien Common Lisp. Donc c'est celui qui fait qui a raison, alors du coup ça ressemble à ça.
Mais ça ressemble beaucoup aussi à Python en fait. Finalement, les deux systèmes de classe, quand je disais que Lisp et Python étaient un peu pareils, ben, ils ont juste enlevé des choses dans Python par rapport à ce qu'il y avait dans Close, le système d'objets de Common Lisp. Mais ça ressemble beaucoup. Donc voilà, on a un dev class qui ressemble aux classes classiques de Python avec le nom de la classe, la liste des héritages. Et puis vous avez X qui est un attribut de classe. Et puis moveWrite ici qui est un attribut de classe et qui est une fonction. Donc en fait, c'est une méthode comme vous auriez classiquement en Python. Et ça fonctionne de la même façon. En bas, vous avez le REPL I dans lequel vous pouvez taper directement. Donc en exécutant le code au-dessus. Si on instancie en appelant la méthode, l'objet triangle, on a un triangle. Et puis on peut derrière utiliser ces méthodes. La syntaxe pour utiliser des méthodes est piquée de closure directement, c'est-à-dire c'est point, le nom de la méthode, et le premier argument est l'objet en question. Ici, donc T dans l'exemple, et ça fonctionne. Voilà, on peut le faire, je l'ai fait de manière différente avec un let et une directement avec l'instance, mais ça fonctionne très bien. Et ce qui est renvoyé en fait par la méthode moveWrite, c'est la dernière valeur qui est le setv ici. Setv, c'est pour faire un assignement, donc c'est un égal en fait en Python tout simplement. Donc on assigne une valeur, ici self plus x, à laquelle on rajoute moveBy, et puis on fait un setv. Setv renvoie en fait la valeur qu'il a mis dans self.x, et c'est ce qu'on voit sur la dernière ligne, c'est-à-dire qu'il renvoie 2, puisque c'est ce qu'il a mis comme valeur. Donc ça reste très proche de ce qu'on fait en Python. Si on veut faire des classes en I, ça ressemble vraiment à la même chose. On a des macros. Ça c'est when, c'est une macro qu'on a de base implémentée dans I et qui est fournie avec le langage. C'est un standard dans beaucoup de Lisp, donc Common Lisp, dans Clojure, qui permet en fait de faire un if avec un bloc complet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on on voit qu'on a des macros qui sont exécutés, qui sont remplacés au moment de la compilation du code I vers l'AST. C'est pas quelque chose qui est fait au runtime, comme ça pourrait être le cas si on a fait une fonction. Là, c'est vraiment une macro qui est faite au moment de la compilation. Donc si on revient au schéma que je vous ai montré au tout début, c'est vraiment au moment où on passe de I à l'AST que tout ce qui correspond à when dans le code est remplacé par ça. Donc pour l'instant, on a des macros assez simples. On espère implémenter des choses un peu plus complexes qu'on peut retrouver en Lisp. Mais on a quand même des macros assez basiques qui permettent de faire ce genre de choses. Et c'est assez pratique quand on fait du Lisp. C'est un des grandes puissances de Lisp, c'est d'avoir un système de macros assez complet. Et pourquoi le Lisper est content? Moi, je suis content parce qu'il y a plein de choses dans I qui correspondent à ce que les gens qui font du Lisp attendent. Il y a beaucoup de fonctions de base qui vont implémenter. Il y a une grande partie de ce qu'a fait Clojure qui a été repris en termes de, que ce soit pour les classes ou ce genre de choses, ou des types de base comme les maps, les dicts en Python qui sont implémentés directement dans le langage, ce qui n'est pas le cas dans les autres Lisp. Donc on a vraiment mis l'accent sur l'interopérabilité. Il y a des macros, mais ça, les Lispers aiment bien les macros parce que c'est quand même très puissant, et je suis sûr que vous avez au moins fait une fois du Python en vous disant si j'avais des macros ce serait bien. Ben là il y en a. Ça ressemble vraiment à un Lisp, c'est un Lisp 1, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul espace de nom, parce qu'en Python, les fonctions et les variables partagent le même espace de nom. Donc c'est pas gênant puisqu'il y a beaucoup de Lisp qui fonctionnent comme ça. Donc les Lispers sont plutôt habitués, et c'est assez propre puisque c'est mappé directement vers les noms de variables Python. On a même fait des choses assez sexy dans le sens où en Lisp, vous pouvez utiliser n'importe quel symbole pour une variable ou une fonction, par exemple de l'Unicode. C'est relativement pratique quand vous faites par exemple des fonctions un peu mathématiques ou ce genre de choses, de pouvoir utiliser des symboles grecs et ce genre de variables. C'est pas possible en Python, et on a réussi à le faire en I en faisant simplement du mapping d'Unicode vers pas de l'Unicode, et on le fait de manière transparente. Donc c'est appelé aussi au Lisper parce que ça permet de ne pas être limité par Python sur ce genre de choses. L'implémentation est plutôt propre, le compilateur est plutôt bien écrit maintenant, il a eu pas mal de passes et il commence à être relativement lisible, on peut le dire, et presque à cap sans trop se faire peur. Et puis si on développe dans Emacs, comme tout bon Lisper, il y a un mode pour Emacs qui permet de faire ça, avec de la vraie coloration syntaxique et puis du développement un petit peu interactif aussi. Donc c'est plutôt sympa. Après, les points négatifs, pour ceux qui font du Lisp, c'est qu'il manque des choses assez basiques comme les constels. Alors, c'est pas obligatoire de l'avoir dans un Lisp, mais c'est quand même assez sympa d'avoir ce genre de choses de base pour pouvoir tester par rapport à d'autres Lisp. C'est en cours d'implémentation, c'est surtout de savoir comment ça va être fait, puisque ça n'existe pas en Python.
Les macros sont pas encore super top, il n'y a pas de macro expand, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas de reader macro, parce que les readers macro c'est compliqué à faire, donc on l'a pas encore fait. C'est quelque chose qui doit se rajouter au niveau du parseur, et c'est bien plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le parseur n'est pas encore tout à fait au point. Il manque des fonctions, assez basiques que Python ne fournit pas. Alors Python fournit map, reduce, filter, ou ce genre de choses, c'est bien pratique, mais c'est pas suffisant, surtout que ces fonctions-là dans Python 2 par exemple sont pas terribles, ils ne renvoient pas d'itérateur. C'est quelqu'un dans Python 3, c'est mieux, mais il en manque beaucoup de ce genre de choses. Donc on n'en est pas encore arrivé là. Et il y a beaucoup de mélanges, c'est assez perturbant, entre crochet et parenthèse. Alors en Lisp, tout est parenthèse. Il n'y a pas de Lisp qui utilise des crochets. Enfin, il y en avait, mais il y a très longtemps, c'est fini. Et les deux sont mélangés aujourd'hui parce qu'au niveau du parseur, c'était un peu léger le parseur. Alors on a un peu tout mélangé. Quand c'est des parenthèses, on dit que c'est des listes, mais quand c'est des crochets, on dit que c'est des listes aussi, mais pas les mêmes. Voilà, donc c'est un peu le bazar. Et en tant que lisper, je voudrais mettre des parenthèses partout, mais je peux pas. Donc c'est synonymisation du parseur, qui j'espère sera résolu de manière assez rapide. Maintenant, pour les pythonistas, c'est plutôt bon, parce que si vous voulez faire du high, ben vous pouvez en faire sans trop de soucis, parce que vous pouvez utiliser n'importe quel module Python que vous avez déjà sous la main, et vous pouvez aussi écrire du high qui va être utilisé par d'autres modules Python. Alors il faut faire un petit truc avant pour que Python sache comment importer du high, mais les récentes PEP sur les imports dans Python permettent de faire ça justement, et on peut importer du code high directement depuis du Python inversement. Donc il n'y a vraiment aucun souci d'interopérabilité. C'est vraiment là-dessus où on a un peu copié Clojure en se disant voilà, les gens qui font du Clojure sont super contents de pouvoir utiliser les librairies Java qui fonctionnent dans la vraie vie, dans l'industrie, et de faire la même chose dans Python, parce que dans Python il y a vraiment plein de choses et plein de librairies qui sont déjà utiles. Quand vous voulez faire du Lisp, vous faites du Common Lisp ou du Scheme, ce que vous voulez, le premier frein c'est que vous vous dites voilà, la librairie pour faire du Debus, elle est où? Il n'y en a pas. La librairie pour faire du X11, elle est où? Il n'y en a pas. Alors que tout ça en Python on a, donc on peut faire du Lisp enfin un Lisp, en utilisant des modules qui existent et qui font des vraies choses utiles, ce qui est vraiment un problème en général quand on attaque à faire du Lisp. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment proches de Python, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les listes, les dicts, les sets et compagnie. On a repris vraiment la syntaxe et la manière de faire de Python, mais en Lisp. Donc c'est pas c'est pas déroutant à apprendre, ça va assez vite à apprendre finalement comme Lisp quand vous faites du Python. Il y a pas mal de disparités entre les deux Pythons qui sont réduites. Comme ça, vous faites du code qui fonctionne sur tous les Pythons. On supporte tous les Pythons en fait. J'ai dit tout à l'heure, Python 2.6, Python 3, Python 2.7 et PyPy aussi. Éventuellement d'autres, il n'y a pas eu de boulot de fait, mais je pense qu'on pourrait très bien supporter Jython par exemple ou d'autres implémentations de Python. Et tous les outils standards que vous utilisez, typiquement PDB, c'est vrai que Paul avait fait une assez bonne démo là-dessus sur les outils PDB et l'autre qui marche en cursis dont j'ai oublié le nom, et qui fonctionnent et qui sont capables de stepper dans du code high directement. Ce que font ces outils-là, c'est qu'ils s'utilisent sur l'AST, et comme on génère une AST standard et qui fonctionne, on peut directement utiliser ces outils-là et débugger du code high comme si c'était du code Python. Donc c'est pareil, on n'a pas non plus tout un écosystème autour de ça à réinventer. En faisant du high, on peut directement utiliser le langage et il est utilisable pour écrire des choses qui fonctionnent aujourd'hui et basées sur Python. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'utiliser high, de vous mettre un petit peu à Lisp. Si vous voulez en apprendre un peu plus, il y a un site sur le langage, évidemment, qui contient un peu de documentation qu'on essaie d'améliorer avec le temps. C'est pas évident, c'est de la documentation forcément. Et voilà, s'il y a des questions, je vous écoute. Y a-t-il des questions? Ah, pardon. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, en Clojure par exemple, ils ont mis un très fort accent sur tout ce qui était laziness. En Erlang ou en d'autres langages, ils ont mis l'accent aussi sur le pattern matching. Donc ça fait que ces langages, ils ont vraiment un fort attrait. Est-ce que tu as une idée de quelque chose qui pourrait être aussi attrayant pour iLang peut-être à l'avenir? On n'a pas voulu se démarquer vraiment de Python par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a surtout passé beaucoup de temps ces derniers mois à résoudre les problèmes de faisabilité, c'est-à-dire que c'est facile d'avoir l'idée de se dire est-ce que c'est possible. En fait, on a passé beaucoup de temps à se demander si c'était possible. On arrive à un truc qui fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de...
Moi, je fais partie d'un des quelques développeurs qui bossent dessus. Je suis très influencé par Commonism. D'un autre côté, Paul, l'auteur original, est très influencé par Clojure. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment... On s'est mis comme règle finalement de rester très près de Python. Donc Python met pas plus en avant les fonctionnalités que tu citais. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de choix par rapport à ça. Et je ne suis pas sûr qu'on en fasse non plus, en fait. Finalement, on va rester, je pense, proche de ce qu'est Python. En termes de fonctionnalité et de mise en avant des features simplement, avec un petit peu plus de Lisp devant, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choix autour de ça qui a été fait, non. Ok, j'ai une question justement à propos de Python. Je voulais savoir comment vous faites pour gérer les problèmes de récursion et de limites qu'on a sur avoir des appels récursifs d'une même fonction. Est-ce que vous avez souvent ce problème ? Je sais que Paul a commencé à bosser sur le sujet. On utilise, en fait, de mémoire, tout ce qui est TCO n'est pas du tout implémenté dans AI. Il me semble qu'il y a quelques tricks dans le compilateur pour utiliser des loops à la place qui marchent mieux, il me semble, en Python. Mais je t'avoue que je n'ai pas creusé le sujet plus que ça, donc je n'ai pas une réponse technique très pointue à te donner, mais il me semble que c'est ça. Sur une des slides, il y a écrit que les données sont du code et les codes sont des données. Est-ce que ça marche aussi avec ce projet-là, avec AI ? Alors, ça marche pas encore très bien, mais c'est dans leur base. Le problème d'avoir ça, c'est qu'il faut avoir AI grosso modo au runtime. Parce que dans ce que je présentais ici, c'est la première approche qu'on a eue, qui est la plus basique, c'est-à-dire qu'en fait, on a AI qui compile de l'AST, on exécute l'AST, ça fonctionne. Dès l'instant où on veut réexécuter en fait une liste, par exemple, qui est construite dynamiquement, dans ce cas-là, il faut la reparser quelque part et la recompiler vers de l'AST pour que ce soit rapide. La première implémentation de AI qu'avait fait Paul n'était pas du tout compilée vers de l'AST, mais était vraiment de la fonction native Python, et c'est très très lent. Donc du coup, il faut recompiler ça au runtime, ça veut dire qu'il faut avoir accès à AI et éventuellement aux macros, ce genre de choses. C'est une des limitations sur les macros que je donnais tout à l'heure, au runtime. Donc en fait, il faut qu'on ait AI au runtime. Donc il y a du boulot qui a commencé à être fait là-dessus, justement, pour avoir en plus AI qui compile une fois et puis qui est disponible au runtime pour recompiler du AI et exécuter de l'AST, etc., de manière un peu récursive. On commence à y aller. Donc on n'y est pas encore. Je ne vais pas dire que ça fonctionne super bien comme tu peux t'y attendre dans un Lisp, mais oui, on y arrive. On est sur la bonne voie.